Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Il était l'un des politiques les plus brillants de sa génération. Elle était la journaliste la plus populaire de la télévision avant de se mettre au service de ses ambitions et de sacrifier sa carrière. Ambition brisée, on le sait, stoppée net il y a un peu plus d'un an dans un grand hôtel de New York, au désespoir d'un entourage fidèle, admiratif, mais souvent complice, d'une petite armée de courtisans qui n'ignoraient rien de ses frasques et de sa double vie, mais qui a beaucoup plus œuvré à les maintenir secrètes qu'à convaincre l'intéressé d'y renoncer. C'est cela que vous racontez, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. Bonjour. Bonjour. Votre livre s'appelle simplement Les Strauss-Kahn. Il paraît demain chez Albin Michel. Ce n'est ni une leçon de morale ni une enquête policière, mais un tableau de mœurs fascinant et le portrait d'un homme hors du commun qui ne cultive pas seulement le goût du plaisir, mais aussi le goût du risque. Et cela de façon vertigineuse, Raphaël Baquet. C'est vrai que ce qui nous a frappé, c'est qu'en remontant sur 20 ans de cette histoire, on voit bien qu'il y a une juxtaposition entre le danger et le pouvoir. On sait qu'il y a un érotisme du pouvoir, mais chaque fois qu'il y a que Dominique Strauss-Kahn fait une déclaration d'importance, qu'il prend une position politique déterminante, dans les heures qui suivent, il transgresse et lui-même se met en danger, notamment par son addiction pour les femmes, qui est un problème majeur pour toute sa carrière politique. Dans tout ce que vous racontez, sa vie sexuelle débridée, ses soirées dans des clubs échangistes, on ne voit jamais de précautions prises pour que ça ne sache pas, pour ne pas se faire prendre. Ariane Chemin. Oui, parce que Dominique Strauss-Kahn, en fait, aime flirter avec le danger. Il aime ces ambiances interlopes. Il fréquente parfois des gens peu recommandables. Et tout ça participe d'une sorte d'ivresse. Il ne prend pas de précautions. Il va, par exemple, cette fameuse matinée à la Mutualité où tout le PS est réuni avant les primaires, qu'avait d'ailleurs raconté Thomas Legrand dans un billet à l'époque sur RTL. Il sort en fait d'une boîte échangiste du nord de Paris et il arrive et en fait il se moque lui-même des journalistes qui vont titrer sur la surprise de ce candidat, de ce patron du FMI qui arrive à Paris. Mais en fait, la surprise, il y en a une autre, mais lui seul la sait. Oui, ouais, elle est aussi pour ceux qui ont pu le côtoyer dans cette boîte quelques heures plus tôt et dans la même tenue. Encore une fois, bon, DSK a le droit absolu de faire ce qu'il veut de sa vie privée, mais ça devient, on va y revenir, mais ça devient problématique quand on aspire aux plus hautes fonctions. Et de ce point de vue, la conviction de Nicolas Sarkozy, racontez-vous, elle est faite très tôt. Dominique Strauss-Kahn, répète-t-il, ne peut pas être candidat. Raphaël Baquet. D'abord, Nicolas Sarkozy connaît Dominique Strauss-Kahn depuis longtemps. C'est Anne Sinclair qui les a présentés, puisque elle avait invité Nicolas Sarkozy à 7 sur 7. Et il sait qu'au fond, chaque fois qu'une femme est en jeu, Dominique Strauss-Kahn peut tout oublier. Comme ministre de l'Intérieur, surtout, il a des renseignements précis sur les comportements de Dominique Strauss-Kahn. Il a notamment des renseignements que les chefs de la police lui ont donnés sur des incidents qui ont eu lieu au Bois de Boulogne. Et à vrai dire, il va le protéger. C'est-à-dire que, alors qu'il le nomme au FMI, il demande justement que ces notes ne soient pas rendues publiques, que ces révélations ne soient pas faites. Et il va le couvrir très longtemps, mais avec la certitude que Dominique Strauss-Kahn ne sera jamais un rival pour la présidentielle. Il sait, mais il n'en est pas moins sidéré quand il apprend l'arrestation de DSK à New York. Et on découvre, c'est l'une des révélations de votre livre, que c'est son fils, Pierre Sarkozy, le rappeur qui réveille son père au milieu de la nuit pour lui apprendre la nouvelle. Alors c'est intéressant, ce qui est intéressant tout au fil de votre livre, c'est de voir qui sait, qui ne sait pas, qui se tient à distance. Nicolas Sarkozy sait, vous venez de le dire. François Hollande n'ignore pas grand-chose. Il s'intéresse très tôt au cas DSK lors de l'affaire de la MNEF qui lui coûte son poste de ministre des Finances dans le gouvernement Jospin. Oui, l'affaire de la MNEF, elle est révélée dans Libération par une journaliste vigilante, tenace, qui s'appelle Armelle Toraval. Et très tôt, effectivement, François Hollande l'appelle et lui dit « Je voudrais vous rencontrer pour savoir exactement qui sont ce Strauss-Kahn, ces Strauss-Kahniens, ces enfants de la MNEF qu'il retrouve un peu partout au PS, qui sont aujourd'hui effectivement très présents, y compris dans les ministères et ailleurs. Il veut savoir de quoi il retourne exactement. Et puis surtout, il s'intéresse beaucoup à son entourage, à ce conseiller très spécial, qui est aujourd'hui le conseiller Lagardère et membre du conseil d'administration du groupe Lagardère, Ramzi Kiroun. Il regarde tout ça, il trouve ça un petit peu louche. Il sait aussi par sa compagne, Valérie Trierweiler, que c'était évidemment un homme à femme, un dragueur invétéré, puisque un jour, il croise Valérie Trierweiler, qui n'est pas encore la compagne de François Hollande, salle des 4 colonnes, et il lui dit... À l'Assemblée nationale, il lui dit comment va la plus jolie journaliste de Paris, et elle, qui est assez piquante, en tout cas mordante, répond
Je croyais que c'était Anne Sinclair. Ouais. Alors, ceux qui alertent ou qui prennent leur distance, mais qui ne sont jamais entendus par l'intéressé, par DSK, on peut en citer quelques-uns, des conseillers, Stéphane Boujna, qui est l'un des piliers de son cabinet à Bercy, Alain Boer, le criminologue, juste avant son départ pour Washington, qui le met en garde contre le rigorisme américain et qui se fâche. Il ne se parle plus pendant plusieurs mois, pendant un an. Chez les politiques, Ségolène Royal, qui a très tôt beaucoup de réserves sur le personnage, vous le racontez, Raphaël Baquet. Elle aussi, à vrai dire, comme François Hollande, elle sait bien les travers de Dominique Strauss-Kahn. Il y a au sein du Parti socialiste toute une quantité d'informations qui remontent des fédérations, puisque chaque fois Dominique Strauss-Kahn, au fond, allie le déplacement politique avec la satisfaction de ses plaisirs. Donc, au fond, ça remonte et Ségolène Royal le sait bien. Et puis surtout, elle est la rivale de Dominique Strauss-Kahn pendant les primaires socialistes et elle va l'affronter. Et chaque fois, à vrai dire, de la MNEF jusqu'au fond, jusqu'à l'anniversaire de Julien Drey, ça sera toujours elle qui, la première, fera les communiqués les plus cinglants contre Dominique Strauss-Kahn. Plus étonnant ce que vous racontez à propos de Martine Aubry et surtout de son mari, le soir ou au lendemain du fameux pacte de Marrakech. Oui, Ariane parce que Chemin. le couple est invité par les Strauss-Kahn, ils sont en vacances à Marrakech, ils disent mais passez, venez nous voir. Et donc ils sont invités dans ce riad. Et à vrai dire, ils sont fascinés, stupéfaits Par le luxe. par le luxe, par la salle de bain, par les pots pourris de pétales de rose, les bassins, le personnel. Et Martine Aubry dit, elle connaît bien Dominique Strauss-Kahn, ils sont alliés. Elle le prend en part et lui dit, après cette rencontre, Dominique, écoute, avec cette richesse, il faut que tu montres que tu es généreux. On ne peut pas être très riche sans être généreux, donc crée une fondation. Et elle lui répète à plusieurs reprises, crée une fondation. Et elle s'aperçoit que Dominique Strauss-Kahn ne fait jamais rien, ce qui pour elle est un indice de son espèce d'ambivalence et de ses doutes à se présenter à la présidence. Et le mari de Martine Aubry, lui, est choqué par Il est choqué parce que c'est un avocat. C'est un avocat de gauche, très militant. Qui défend des causes voilà, de son admirateur papier. d'Henri Leclerc, qui va se battre dans les terrils pour sauver des emplois, dans des prud'hommes. Et c'est vrai que ce n'est pas le Nord qu'il connaît, n'est pas évidemment le Nord que connaît Dominique Strauss-Kahn. On dit bien que c'est pas la richesse en soi qui le choque, mais simplement l'idée que cet homme-là puisse incarner la gauche à l'élection présidentielle. Et puis il y a tous les autres, l'entourage, les communicants, la garde rapprochée. On en a décrit quelques-uns, fascinés par le personnage et qui en arrivent parfois à faire n'importe quoi par fidélité ou par courtisanerie. Surprotection, Raphaël Baquet. Ce qui frappe, c'est qu'effectivement, personne n'ose le lui dire dans sa garde rapprochée. Il faut dire que Dominique Strauss-Kahn est particulier. Lorsque vous êtes une femme, si vous évoquez tout de même ses travers, il vous renvoie à votre puritanisme. Au fond, vous n'êtes qu'une pauvre frustrée. Lorsque vous êtes un homme, vous êtes forcément jaloux. Et donc, finalement, personne n'ose l'affronter. Et mieux, ses conseillers, ses communicants vont parfois le couvrir, empêcher des livres de sortir, surveiller la presse attentivement. Il y a même une perquisition quand même qui va être faite chez Plomb pour découvrir l'auteur anonyme d'un livre, voilà, Cassandre. Et vraiment, chaque fois, il va y avoir mis en place un système, non pas pour le protéger contre lui-même, mais au contraire pour éviter que cela fuite, ce qui montre bien que ce n'est pas un problème de morale bourgeoise, comme on entend aujourd'hui les défenseurs de Strauss-Kahn qui se posent, mais bien un problème politique. Alors, vous y venez, justement. Cette riposte de Dominique Strauss-Kahn ou de son entourage, on la trouve dans le dernier numéro du Point, dans la bouche d'un des avocats de DSK, Richard Malka. On ne reproche pas à DSK ce qu'il a fait, mais ce qu'il est, dit-il. À propos de votre livre, il parle justement de puritanisme. Votre démarche, selon Maître Malka, a peut-être l'apparence de la vertu, mais alors de la vertu bourgeoise. Que répondez-vous, Ariane Chemin? Il se trompe complètement. D'ailleurs, il n'y a pas une ligne, un gramme de morale dans ce livre. Et surtout, je vois que Richard Malka compare cette histoire à l'affaire Baudis. Mais ça n'a rien à voir. L'affaire Baudis, à Toulouse, c'est un fantasme. On a imaginé des soirées auxquelles aurait participé cet élu. Il n'était pas mis en examen. Il n'y avait rien de crédible, de fondamental. Ici, il y a une instruction judiciaire, une mise en examen. Il est mis en examen, Dominique Strauss-Kahn, une enquête préliminaire a été ouverte. Donc ça n'a strictement rien à voir et pas une fois dans notre livre, nous n'avons fait de la morale. Alors, il n'y a pas un gramme de morale, dites-vous, mais il y a quand même quelques kilos de vie privée. Ce puritanisme, dit encore Richard Malka, qui s'autorise à s'immiscer dans l'intimité de quiconque sous le noble étendard du droit à l'information, me paraît très inquiétant. Quelles ont été, Ariane Chemin, Raphaël Baquet, vos limites dans le regard, le récit de la vie privée du couple Strauss-Kahn?
Écoutez, c'est vrai que nous nous intéressons au pouvoir et on sait, à vrai dire, que le pouvoir, c'est au fond un assemblage d'appétits privés et d'idéaux affichés. Et dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, on ne peut pas évoquer son ambition présidentielle, on ne peut pas évoquer son parcours sans regarder sa vie privée, car elle est prégnante. Et vraiment, ce sont ces choix qui ont été parfois dictés par cette vie privée. On voit bien que lui-même a mis en scène son couple. Anne Sinclair elle-même y a participé grandement. Chaque année, on avait des nouvelles du couple en une de Paris Match. Et cette construction légendaire avait pour but de s'adresser aux Français, mais de masquer au fond une réalité beaucoup plus triviale. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas raconter ce qu'était Dominique Strauss-Kahn ou ce qu'a été son ambition présidentielle sans toucher à sa vie privée. Ariane Chemin. En fait, ce n'est pas du tout parce qu'il participe à des soirées échangistes que Dominique Strauss-Kahn ne pouvait pas être candidat à la présidentielle. C'est parce qu'il était, de ce fait, la proie des maîtres chanteurs, de tous ceux qui pouvaient le menacer de sortir, des révélations, etc. Il était devenu fragile et c'était impossible, dans ces conditions, qu'il accède au sommet de l'État. Une question, une réflexion de Thomas Legrand là-dessus. Oui, je voudrais savoir, vous dites que Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient au courant de beaucoup de choses. Quand on rencontrait François Hollande avant le 14 mai, il avait l'air d'être sûr qu'il battrait Dominique Strauss-Kahn. À la régulière. À la régulière, contre toute évidence. Et a posteriori, cette certitude nous fait penser que peut-être il savait tout ça, sans doute pas qu'il considérait qu'il allait s'en servir, mais est-ce que vous pensez que les certitudes et de Nicolas Sarkozy et de François Hollande étaient liées à ce fait-là? Est-ce qu'ils savaient que ça allait sortir d'une façon ou d'une autre? Je pense que ce ne sont pas les mêmes. Nicolas Sarkozy, il sait parce qu'il a reçu des notes bleues, des notes blanches quand il est ministre de l'Intérieur. Il sait exactement de quoi il retourne. François Hollande, il croit aussi que Dominique Strauss-Kahn ne sera pas le vainqueur des primaires parce qu'il pense qu'il ne sent pas le pays, qu'il n'a pas avec lui la majorité des socialistes et des militants socialistes. Donc ce raisonnement est beaucoup plus politique. Je pense que Nicolas Sarkozy, il sait, même s'il connaît l'affaire du Carlton très tard, il sait exactement de quoi il retourne. Il n'y a pas d'élément qui pourrait accréditer une thèse un peu conspirationniste dans votre livre? Moi, je ne crois pas. On voit bien, il suffisait, à vrai dire, de regarder l'entourage de Dominique Strauss-Kahn. Si François Hollande est si sûr de lui, c'est qu'il voit bien qu'autour de Dominique Strauss-Kahn, il y a toute une ribambelle de conseillers qui vont poser problème. D'ailleurs, ils ont posé problème avant même que la campagne vraiment ne s'enclenche. Vous vous rappelez de l'épisode de la Porsche, c'est Ramzi Kiroun qui arrive en Porsche. Tous ces petits incidents, au fond, étaient révélateurs du vrai système qui entourait Dominique Strauss-Kahn. Vous avez répondu tout à l'heure sur la légitimité de ce livre et de cette enquête, mais ça ouvre aussi une autre question. Les journalistes, au fil des ans, auraient-ils dû écrire sur le point faible, le talon d'Achille ou l'addiction de Dominique Strauss-Kahn? On se souvient de ce qu'avait déclenché le blog, la note de blog non publiée d'ailleurs sur le journal de Jean Quatremer de Libération à propos au moment de la nomination de DSK au FMI. Les journalistes auraient-ils dû, à votre avis, et vous-même, peut-être aller plus loin dans ce qu'on savait, dans l'écriture de ce qu'on Dominique savait de Strauss-Kahn, DSK. c'était un homme à femme. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a découvert à l'occasion de l'instruction menée à Lille. À Lille, on a un système, on a un réseau, donc ça n'a rien à voir. Par ailleurs, il s'agissait... Donc sans l'histoire de Lille, vous n'auriez pas écrit ce livre? Ah ben, on a découvert quand même, il y a quand même l'épisode du Sofitel qui met fin à sa carrière. Chose D'ailleurs, délictueuse quand même. voilà, nous, notre idée, c'est on s'arrête au fond quand la justice prend le relais de notre histoire. On s'arrête au moment tout d'un coup où on découvre dans la Voix du Nord qu'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé près de l'île. Mais la différence aussi, c'est que on n'est pas avec Dominique Strauss-Kahn dans la vie privée, on est dans la sexualité. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus précis. Et la sexualité, on n'a pas à l'aborder comme journaliste. Bien sûr. Au fond, s'il reste un mystère, c'est celui-ci. DSK avait-il réellement envie, au fond de lui, de devenir président de la République? Était-il prêt à renoncer à cette vie de plaisir, à se contraindre à la dissimulation? Raphaël Baquet. Ce qui nous a Question. frappé, à vrai dire, c'est son ambivalence. Sans cesse, il demande, il se laisse convaincre par Stéphane Fuchs, son conseiller, son communicant, le patron d'EuroRSCG, de laisser faire au fond et de laisser organiser les préparatifs pour sa campagne. Mais lui-même, on voit bien, il hésite, il retourne en arrière. Anne Sinclair, d'ailleurs, est dans le même état d'esprit. Et ce qui frappe, c'est que d'une certaine façon, cette ambition est fabriquée par d'autres, par des courtisans, par ses conseillers. Et il arrive presque poussé
par eux et par les sondages, hein, il faut bien le dire. Il arrive au seuil de la présidentielle sans vraiment lui-même le désirer et avec peut-être l'envie au fond d'être protégé une fois qu'il serait à l'Élysée, mais sans penser que cette campagne va être comme un scanner qui va le radiographier, y compris dans ses moments les plus cachés.